Donc, cette méta-analyse de Wilson nous apprend que plus de 85% des reprises pour instabilité sont des révisions et que la contrainte est une charnière dans 35% des cas et donc ce que j'ai à traiter représente 65%, sachant que le risque de révision est de 30%, quel que soit le type de la contrainte. Il y a de nombreuses causes d'instabilité, mais il faut bien sûr éliminer les décèlements, les ruptures, les usures isolées et s'en tenir aux instabilités sur pièces bien fixées. Le but de l'arthroplastie de première intention, mais aussi de révision, est d'obtenir deux espaces, fémorotibiaux, quadrangulaires et égaux. C'est ce que vient de montrer le docteur Melaggi. Et à des fins de simplification, il est assez logique de présenter les instabilités en flexion, sans et avec luxation, les instabilités en extension, en varus ou valgus, et à part l'instabilité en récurvatum. L'instabilité en flexion à 90 degrés, ce peut être un diagnostic difficile hors les luxations, mais ce sont des révisions relativement simples, car les ligaments collatéraux sont souvent anormaux et l'instabilité est le fait d'erreurs chirurgicales qu'il faut corriger. C'est le grand mérite de Pagnano à la Mayo Clinic d'avoir bien individualisé et démontré les symptômes de ces instabilités en flexion, d'abord pour les prothèses conservant le croisé, puis celles le sacrifiant. Quelles sont les trois grandes erreurs? Ce sont la résection fémorale postérieure excessive, l'excès de pente tibiale postérieure et un ligament croisé postérieur incompétent dans les prothèses qu'il conserve. Abdel, toujours à la Mayo Clinic, a montré qu'il existait fréquemment des associations à des erreurs de rotation fémorale, des erreurs d'alignement coronal et à un interlignage articulaire trop distal du fait d'une coupe fémorale distale insuffisante. Je vous montre cette diapositive que j'ai trouvée dans un article de Deichmann et Scuderi qui montre que sous anesthésie, avant l'intervention, on peut faire la preuve de ce sulcus sign par distraction fémorotibiale à 90 degrés. Quels sont les principes de la révision? À l'évidence, corriger les erreurs techniques que le bilan a identifiées. Augmenter l'offset avec des cales postérieures ou translater la pièce fémorale en arrière avec un offset, diminuer la pente tibiale, corriger l'alignement coronal, et ça c'est le fait des instrumentations à tige, rétablir la hauteur de l'interligne articulaire, j'utilise l'artifice de Philippe Néret, corriger les erreurs de rotation et parfois à la fin utiliser un polyéthylène plus épais avec une résection fémorale distale additionnelle. Nous discuterons de la contrainte. Quels sont les buts à obtenir? Un tiroir antérieur à 90 degrés inférieur à 5 mm et une laxité en varus valgus à 30 degrés de flexion ou dans n'importe quel degré de flexion inférieur à 2 ou 3 mm. Vous avez entendu ce matin Philippe Néret, j'utilise son artifice depuis de nombreuses années, aussi bien du côté tibial que fémoral. Comment corriger les erreurs de rotation fémorale? Eh bien, il ne faut jamais faire les tests avec un plateau postéro-stabilisé contraint, il faut toujours utiliser les plateaux standards. Aussi, dans ce cas d'un genou gauche, vous utilisez un davier, par exemple, pour mobiliser le fémur, vous faites la démonstration de cette laxité latérale. Il suffit ensuite de recouper un peu le fémur en avant et en dehors et le condyle médial à la face postérieure, d'ajouter une cale, de remettre la pièce fémorale d'essai, de retester et si la laxité est cette fois bien équilibrée, de fixer la rotation et aller corriger. Voilà l'exemple typique de cet homme avec une postéro stabilisée il y a 8 ans. Il détériore progressivement le résultat avec ses douleurs diffuses, un gonflement chronique, bref, tout ce que l'on sait. Il a manifestement un défaut d'offset postérieur, une petite laxité médiale à 30 degrés de flexion. Et voilà la reprise avec augmentation de l'offset, rétablissement de la hauteur de l'interligne articulaire avec 2 cales distales et pas de modification de la rotation fémorale ici et un plateau postéro-stabilisé standard. Les résultats de ces révisions sont les mieux identifiés de la littérature. Voilà toutes les séries. On peut s'attacher à 2 colonnes, celle sur l'augmentation de la stabilité, et vous voyez que les résultats sont excellents, majoritairement. Et la deuxième colonne sur le contrainte de la prothèse de révision, et là vous voyez que les avis sont partagés entre les postérostabilisés standards et les postérostabilisés plus ou contraints. Alors, que faut-il utiliser? Eh bien, il faut tester la stabilité avec un plateau postérostabilisé standard, se souvenir qu'un plateau contraint ne remplit pas mieux l'espace en flexion, il corrige une instabilité frontale modérée et il prévient mieux une luxation qu'un plateau postérostabilisé standard. Donc, il est logique d'utiliser un plateau standard si on a un tiroir antérieur à moins de 5 mm à 90 degrés de flexion et une laxité en varus valgus inférieure à 2 ou 3 mm. Et dans le cas contraire, utiliser un postérostabilisé contraint. Qu'est-ce qui se passe de plus quand il y a une luxation? Toutes les prothèses peuvent se luxer.
Mais celle dont les luxations étaient les mieux étudiées, c'est les postérostabilisés. Et on sait qu'il y a un terrain un peu particulier, prédominance féminine, grande flexion, volumineuse cuisse et jambes, et insuffisance de l'appareil d'extension qu'il faut absolument rechercher et traiter. Alors, ce peut être une laxité en flexion symétrique, comme ici, ce peut être une laxité asymétrique due à une rotation fémorale interne, et vous voyez un cas typique avec une avulsion partielle de la tubérosité tibiale antérieure. Il faut se souvenir que toutes ne sont pas chirurgicales. Dans la série Guépard ancienne, 8 sur 16 avaient réagi favorablement à l'immobilisation. Le changement d'insert n'avait pas donné de bons résultats, 3 échecs sur 4. Et finalement, c'était la révision qui donnait les meilleurs résultats, sachant qu'elle n'a que 2 spécificités par rapport à ce qu'on vient de dire. C'est reconstruire un appareil d'extension déficient et volontiers utiliser peut-être une postérostabilisée contrainte de la seule fin d'avoir une jump distance supérieure. Voilà ce cas de révision où on a corrigé la rotation fémorale interne et utilisé finalement un postérostabilisé contraint. Beaucoup plus difficile l'instabilité en extension. Le diagnostic est facile, mais le traitement est difficile car l'enveloppe ligamentaire est ou peut être altérée. Alors on distingue les instabilités en extension symétrique, asymétrique, en varus, en valgus. Pour la stabilité en extension asymétrique, voilà ce schéma de la conférence de Parat et Pagnano et qui vous dit que c'est un défaut d'équilibrage des parties molles, on n'a pas libéré la concavité et on a fait éventuellement des erreurs de coupe. Moi, je ne pense pas que le ligament de la convexité soit aussi normal que c'est dit sur ce schéma, et toute la problématique est de savoir s'il est déjà une distension ou si elle va survenir. Voilà ce cas d'un malade qui avait un génu valgum. Il est sorti de salle d'opération avec un valgus un peu supérieur, et vous le voyez, à 18 mois, il a une désaxation, il n'a pas eu de libération de la concavité, mais il n'a pas de bâillement médial. C'est la raison pour laquelle je pense que ces instabilités en extension asymétrique présentent de grandes difficultés liées avant tout à une distension, voire une défaillance complète ligamentaire de la convexité, auquel s'associent éventuellement des erreurs de coupe et une insuffisance de libération ligamentaire. Les 3 conditions étiologiques, les luxations, les lésions traumatiques anciennes, les libérations excessives de la convexité et les laxités préopératoires. Je pense qu'on peut arriver à traiter les laxités en varus plus facilement qu'en valgus. En voici un exemple typique avec, vous voyez, lors de la révision, une libération médiale, une augmentation de la rotation fémorale. Et on obtient souvent, ici, on utilise souvent des cales de 10 mm, ce qui est sans doute une rotation fémorale supérieure à ce qu'elle devrait être, et un plateau contraint. Les laxités en varus, avec un peu de laxité modérée en valgus, sont déjà beaucoup moins accessibles à une telle thérapeutique. Et vous voyez que le résultat n'est pas particulièrement heureux. L'intérieur articulaire est extrêmement ascensionné. On aurait peut-être mieux fait d'utiliser une charnière. Quant à ceci, je n'ai jamais réussi, dans ces grandes laxités médiales, à utiliser des prothèses non charnières. C'est une laxité sur un valgus de type 2. Au fur et à mesure que le temps passe, les dérobements en valgus se répètent jusqu'à ce que la malade tombe, et à la révision, seule une charnière était utilisable car le ligament collatéral médial était rompu à hauteur de l'interligne. Enfin, l'inégalité des 2 espaces est aussi une mauvaise indication de postérostabilisée contrainte. J'ai voulu le faire quand même dans cette révision en 2 temps de prothèse de révision infectée. Vous voyez, à 4 mois, la luxation post-opératoire, elle marche aujourd'hui avec une attelle et elle a un mauvais résultat. Donc ces limites des prothèses postérostabilisées contraintes sont bien connues. Elles limitent le varus, le valgus et la rotation, pas l'hyperextension. On les accuse de complications mécaniques, mais à 10 ans, les résultats ne sont pas si mauvais. Néanmoins, on ne peut pas contrôler une défaillance complète du ligament médial, ni un déséquilibre important des espaces en extension et en flexion. Alors le récurvatum, j'avoue que je ne suis pas très compétent, la littérature est très pauvre. Les causes, il y a le récurvatum préopératoire, les résections excessives, et chez tous les patients que je vois comme ça, il y a une grande faiblesse du quadriceps, ils forcent leur genou en hyperextension pour le stabiliser. Peut-on réviser à l'aide d'une prothèse distalisant l'intérieur articulaire une postérostabilisée contrainte? Je ne le sais pas, car je ne sais pas s'il s'agit d'un problème uniquement d'espace en extension ou s'il ne s'y ajoute pas une distension de la capsule postérieure. Voilà cette malade. Elle a un récurvatum, elle n'a pas de laxité frontale très importante, elle n'a pas de tiroir antéro-postérieur,
l'intérieur articulaire et la bonne hauteur. On peut seulement dire qu'elle a un mauvais appareil d'extension d'un côté ou de l'autre avec une dysplasie majeure. Pour tous ces cas difficiles, je pense que les systèmes qui permettent à la dernière minute d'utiliser un plateau charnière, une prothèse charnière, sont intéressants. Celui-ci existe, il y en a peut-être d'autres. Pour conclure, il n'y a pas une, mais des instabilités de différents degrés de gravité, diversement associées, difficiles à classer et à quantifier. L'instabilité en flexion est la plus facile, l'instabilité en extension la plus difficile et nécessite qu'on ait à disposition une charnière. L'instabilité en recurvatum, je ne sais pas bien la traiter. Merci.